Il y en a plusieurs. Il y en a un qui, on a beaucoup entendu parce que les médias français l'ont repris à leur compte. C'est la rupture de la trêve. La rupture de la trêve qui a été l'argument avancé par Israël pour l'offensive de décembre 2008. Donc, elle a été mise sur le dos du Hamas, hein, alors qu'en fait, à partir le 4 novembre 2008, un raid aérien israélien avait fait 6 morts parmi les Palestiniens, et les Palestiniens ont considéré que c'était l'acte qui portait la responsabilité de la rupture de la trêve. À partir de cette date, en effet, les roquettes ont repris, mais ce qui est important de dire, c'est que même du point de vue et de l'aveu même de l'état-major israélien, la trêve avant ce raid avait été à peu près suivie et observée par le Hamas. Le deuxième contresens médiatique, ça porte sur le blocus lui-même. Le blocus, avec la trêve, le Hamas espérait obtenir un desserrement du blocus. C'était même dans l'accord de juin 2008. Or, en fait, de desserrement, il y a eu plutôt un resserrement et une aggravation du blocus. Et donc, le Hamas a pu considérer en effet que cet aspect de l'accord qui était constitutif de la trêve n'avait pas du tout été observé. Je dirais que plus profondément, il y a probablement eu un contresens médiatique dès août et septembre 2005 avec ce qu'on a appelé le démantèlement des colonies israéliennes de Gaza, qui a été présenté comme étant un acte de paix en appelant d'autres, etc. Or, en fait, de l'aveu même des conseillers de Sharon, c'était une manipulation de l'opinion, puisqu'on a beaucoup vu ce retrait des colons de Gaza, et en revanche, la colonisation s'est intensifiée en retour en Cisjordanie. Et donc, effectivement, c'était plutôt sacrifier des zones à un territoire qui a peu d'intérêt stratégique économique pour pouvoir investir davantage un territoire qui, lui, en a beaucoup. Alors, la communication israélienne est souvent très efficace. C'est-à-dire que ce pays s'est constitué sur un discours qui est très élaboré et qui vise toujours à montrer qu'il y a une menace existentielle. Hein. Il y a toujours du terrorisme, le monde arabe, l'hostilité régionale, etc., qui font que le pays est toujours en état d'infériorité, de faiblesse et de victime potentielle. Alors qu'en réalité, on sait que la puissance de feu est très largement du côté israélien, et que même les milices comme le Hamas, et même le Hezbollah, plus puissant que le Hamas, ne peuvent pas menacer de façon existentielle Israël. Donc ça, c'est le grand discours médiatique. Alors les artisans de ce discours, c'est évidemment des gens qui, si j'ose dire, sont payés pour dans l'état-major israélien et dans la classe politique israélienne. Et je dirais que ce qui m'intéresse le plus sur cette façon, parce que on peut dire que c'est de bonne guerre, finalement, tout pays qui est en situation de conflit et de tension a une communication que les mauvaises langues peuvent appeler une propagande, mais c'est normal, hein, on cherche à justifier son action militaire. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la façon dont les médias occidentaux en particulier filtrent ou ne filtrent pas, reprennent ou ne reprennent pas cette communication. C'est-à-dire que très souvent, y compris les médias occidentaux et les médias français, sont les dupes un peu de cette communication. Alors, volontairement ou non, ça c'est très difficile à savoir. Alors, la radicalité du Hamas, elle est toute relative. Alors évidemment, il y a beaucoup de maladresse de la part du Hamas, puisque j'évoquais tout à l'heure la rupture de la trêve. Quand Israël bombarde Gaza, le lendemain des bombardements, Israël fait un communiqué pour dire, mais bien sûr, la trêve continue, est habile. Quand le Hamas fait une conférence de presse à la suite de ça, le Hamas dit, dans ces conditions, on ne renouvellera pas la trêve. C'est-à-dire que dans le discours, c'est le Hamas qui prend la responsabilité, en effet, de la rupture de la trêve, alors que dans les faits et dans les actes, c'est Israël qui a commis l'acte qui rompt la trêve. Donc on voit qu'il y a beaucoup de maladresse. Alors la radicalité, c'est quoi? On reproche au Hamas de ne pas reconnaître Israël. Hein. En réalité, on est à peu près avec le Hamas dans la situation dans laquelle on était en 1988 avec l'OLP. C'est-à-dire que l'OLP ne disait pas explicitement qu'elle reconnaissait Israël,
mais elle disait implicitement qu'elle était pour une Palestine dans les frontières de 67. Et si c'est pas reconnaître Israël, qu'est-ce que c'est? Le Hamas a à peu près le même discours. Le Hamas a adhéré au plan de paix arabe de la Mecque, celui qui avait été suggéré à l'époque par le prince Abdallah d'Arabie Saoudite, et qui est un plan qui intègre totalement l'existence d'Israël. Simplement, les mots reconnaissance d'Israël, le Hamas, pour une raison ou pour une autre, cherche à les monnayer dans une négociation politique qui intégrerait probablement le statut définitif du territoire palestinien. Et en fait, le Hamas s'est fondé sur la critique du Fatah, de l'organisation nationaliste palestinienne, de Yasser Arafat, qui, selon le Hamas, avait trop vite reconnu Israël sans obtenir en retour la reconnaissance de l'État palestinien. Donc on est revenu de cette façon 20 ans ou 21 ans en arrière, où le Hamas est exactement dans la situation où était Yasser Arafat il y a 21 ans.